Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir l'économiste Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique et directeur général de Sopel International. Ahmad Soumaré, bonjour. Bonjour, Mamadou. Vous êtes également membre du MEDES qui vient de tenir la 21e édition de ses assises annuelles sous le thème La résilience du tissu économique sénégalais face aux crises, notamment la pandémie à Covid-19 et la crise russo-ukrainienne. Le mouvement des entreprises du Sénégal est dirigé par Mbagnick Diop. Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion, la gorge nouée, que nous vous présentons ce jury du dimanche. Nous avons perdu en Soro Diop un journaliste fondamental, une belle plume, un journaliste qui avait l'éthique et la déontologie en bandoulière, un journaliste qui était le grand frère de notre frère, notre collègue, notre confrère Alassane Samba Diop. Soro Diop a été arraché à notre affection. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous acceptons avant tout et surtout la volonté divine. Ainsi, Soro est parti, laissant derrière lui une famille à qui nous adressons également nos condoléances les plus attristées. Il a laissé une grande famille éplorée, endeuillée, c'est la famille de la presse. Soro Diop était aussi un philosophe avec des convictions fortes, qui avait également le sens de la responsabilité et qui faisait donc de l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité son viatique. Il en a vécu, il a vécu des moments forts avec nous. Hommage à ce grand frère, à ce confrère, à cette belle plume. Qu'Allah l'accueille au paradis. Ahmad Soumaré, vous avez certainement connu Soro Diop. Exactement. Nous commençons notre émission par sa disparition. Donc je commencerai par dire Inna lillahi inna ilayhi raji'un, que Dieu lui pardonne et l'accueille dans son paradis céleste Firdaus. Parce que Soro était quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très gentil. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il m'avait appelé et pour me demander que vraiment qu'on devait prendre un pot ensemble pour échanger sur pas mal de choses, sur relativement même à la problématique de la Casamance. On en a beaucoup échangé au téléphone, donc on s'était promis de se rencontrer, mais bon, Dieu a décidé les choses ainsi. On n'y peut rien, mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de prier pour son âme, que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde une grande place dans Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Je rappelle donc à Ahmad Soumaré que vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de l'intelligence économique. Nous venons d'assister à la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba, Premier ministre, un gouvernement de combat. Est-ce à dire que le président Macky Sall, qui a mis en place ce gouvernement, a compris les urgences, les priorités de l'heure? Combat contre quoi? Moi, je pense que je leur souhaite déjà une bonne réussite. Et je pense que la situation du Sénégal aujourd'hui est une situation vraiment très, très, très délicate. Surtout que nous avons traversé plusieurs crises jusqu'à aujourd'hui. Et ces crises commencent à se sentir au niveau social surtout, parce que la hausse avec l'inflation, les gens sentent. Parce que tant qu'il y a des crises et que votre bourse ne change pas, c'est pas grave. Mais dès que vous commencez à perdre du pouvoir d'achat, ça commence à être sérieux. C'est un gouvernement, je pense qu'ils appellent ça de combat. J'espère que c'est pour combattre l'inflation, c'est pour combattre tous les problèmes qui se posent. Si c'est un gouvernement de combat pour faire un gouvernement politique, je ne pense pas qu'ils vont aller, donc qu'ils auront des résultats. Parce que quelle est votre conviction par rapport à ce gouvernement? Ma conviction aujourd'hui, c'est que je m'attendais personnellement à voir aujourd'hui, pour ce qui lui reste de son mandat, et pour la situation internationale, et c'est ce que je viens d'avoir, des compétences, des gens du secteur privé, de la société civile,
pour apporter vraiment, pour retrousser les manches, apporter leurs compétences, leurs connaissances pour juguler l'inflation aujourd'hui dont donc tous les Sénégalais vivent, pour juguler ces problèmes de crise. Parce que la politique, c'est bien, mais être technico-politique, c'est mieux. D'avoir des techniciens vraiment pour chaque problématique, que ça soit sur l'exportation, que ça soit sur le déficit de la balance commerciale, que ça soit sur la problématique du chômage, que ça soit sur les problématiques sociales, d'avoir des experts donc sénégalais. Est-ce que ce n'est pas le cas quand on regarde ce gouvernement, sa configuration? Déjà, Amadou Ba, Premier ministre, qui a ce profil oui, il a un profil, et politique à la fois, et peut-être d'autres profils. Financier, technicien, financier, l'aspect finance. Oui. Donc l'aspect finance c'est une chose. Mais aujourd'hui, la finance mondiale, quand on regarde les conséquences de la finance mondiale, c'est pas quelque chose de glorieux, parce que la finance mondiale a failli. On a donc des quantitative easing, des planches à billets énormes, on a l'inflation partout. Donc si on regarde les résultats des financiers, ils ont échoué. Dans le monde, partout, c'est pas seulement au Sénégal, partout, aux États-Unis, en Europe, partout. Le volet financier a échoué complètement. Déjà en 2008, avec la crise des subprimes. Des subprimes, donc voilà, donc c'est à partir de 2008 qu'ils ont compris que avec les subprimes, donc il y avait des problèmes surtout au niveau des banques, parce que les banques ont des critères de convergence qu'on leur donne, et qu'à partir de là, ils ne doivent pas financer plus. Mais maintenant, les gens en ont abusé comme les planches à billets, à faire plus de crédit donc, que le taux de 10% de leur réserve qu'ils devaient faire. Ce qui fait que crédit, donc l'argent n'a plus de valeur. Aujourd'hui, planche à billets, l'argent n'a plus de valeur. Donc on a même vu des situations où on prête à -1. Donc des taux négatifs, c'est du jamais vu. On ne l'a jamais appris à l'école, ça. Prêter à des taux négatifs. Vous voyez, donc la situation au niveau financier, donc ce n'est pas quelque chose de réduisant. Mais son gouvernement devait, en plus de l'aspect financier, d'avoir des personnes qui sont très pointues dans le domaine social, dans le domaine agricole, dans le domaine sanitaire, parce que c'est ça le pape des arts, d'avoir des gens de la société civile, des gens de la structure privée, tous les Sénégalais la composante, tous ceux qui ont vraiment la compétence pour venir faire face. Mais c'est quand même un gouvernement de 38 ministres. Oui, ailleurs, on a des équipes plus réduites. Tout le monde ne peut pas être au gouvernement. On ne peut pas comprendre. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre aujourd'hui la lecture que j'ai de la situation grave du Sénégal, la lecture que j'ai de la situation grave économique du Sénégal, avoir un gouvernement de 38. Ça, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate où le gouvernement devait comprendre que rien ne va plus. Et qu'à partir de là, ce n'est pas de prendre des composantes dans chaque région pour équilibrer un gouvernement. Ce n'est vraiment pas notre problème. Quand tout va bien, on peut le faire. C'est quand même une pratique très ancienne, quoi. Oui, mais vous pensez que c'est une pratique qui est dépassée? Oui, parce que la situation économique aujourd'hui le prouve. Oui. Parce que si on va dans des inflations à 2 chiffres, les taux augmentent, et qu'à partir de là, donc ce que vous devez faire, c'est que on est endetté, on n'a plus d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'argent? On réduit son train de vie. Et quand on réduit son train de vie, on commence par avoir un gouvernement de 12, 15 maximum. Mais ici, il n'y a même pas de secrétaire d'État, nous de ministres délégués, tout le monde est ministre. Je ne comprends pas. Oui, on a vu ministre auprès d'un autre ministre. Tout le monde est ministre, et le rang de ministre, ça équivaut à une certaine tranche au niveau de cette... Je ne sais pas, personnellement, je pense que lui, en tant que financier, en tant que quelqu'un de très réel, surtout sur les budgets, devait comprendre qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre dans cette situation où nous sommes, c'est déjà de faire un gouvernement réduit. D'un, et de deux, un gouvernement de techniciens, parce que nous sommes devant des challenges qui sont vraiment incommensurables. Alors, je mets le doigt sur le couple, un nouveau couple d'ailleurs, à l'économie et aux finances, avec 2 nouveaux d'ailleurs. Oulimata Sarr, qui vient de l'ONU Femmes, et Mamadou Moustapha Ba, qui était déjà directeur général du budget. Est-ce que ce nouveau couple vous paraît en mesure de relever les défis qui sont aujourd'hui des défis surtout économiques et sociaux, comme vous venez de le dire? Pour Ba, je peux dire pour Ba, parce que je le connais. Pour Ba, je connais sa trajectoire,
c'est quelqu'un qui connaît déjà très bien la maison où il est. Ouais, qui connaît la matière. Il connaît la matière, il connaît bien la maison, il connaît donc ses agrégats. Pour la dame, je ne la connais pas, donc je ne connais pas cette personne, mais je pense qu'on ne peut pas juger des personnes qu'on ne connaît pas. Donc vu cette trajectoire, peut-être, je dis peut-être, qu'elle peut amener quelque chose, mais je sais qu'aujourd'hui nous sommes dans une position de guerre économique. Aujourd'hui, là où nous sommes dans une position de guerre économique. C'est des techniciens qui vont sortir, des techniciens de la matière qui vont sortir le pays de l'état dont nous sommes. Madame Sarr, si elle a travaillé sur l'ONU, l'ONU Femmes, ouais. Bon, ce n'est pas des challenges de développement. L'ONU Femmes, donc ça développe peut-être tout ce qui est social, tout ce qui concerne... social, mais aussi qui concerne les femmes. Mais on a un ministère qui s'occupe de social. Mais quand on est aux finances, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, nous avons malheureusement tout ce qui est flux financiers illicites, on a tout ce qui est blanchiment donc des fiscalités, les blanchiments. Personne ne paye ça. C'est un technicien qui peut être là à comprendre comment on peut faire retourner l'argent qui sort. Oui, j'aimerais sonder votre pensée profonde. Oui. Est-ce que vous pensez que cette subdivision du travail, quand on prend le grand département de l'économie et des finances et du budget qu'on a connu, aujourd'hui vous avez l'économie, la coopération et le plan d'un côté, et puis vous avez les finances et le budget de l'autre. Est-ce qu'il fallait continuer sur cette lancée? Je pense qu'aujourd'hui il y a une interaction dans le monde de départements. De la finance, du commerce, finance, budget, planification, commerce. Ce sont aujourd'hui les piliers au niveau d'une économie. Parce que si vous prenez le commerce, vous avez besoin d'avoir de la planification, vous avez besoin d'avoir l'aspect financier. Donc l'aspect financier, pourquoi dans le commerce? Parce que tous les impôts et domaines rentrent dans le cadre des finances, la douane, donc le commerce doit être un des 4 piliers. Le commerce, la planification, l'économie, donc le ministère des Finances et des budgets. Et cette triptyque doit être quelque chose de très serré. C'est comme ça. Un ensemble cohérent. Oui. Vous pensez qu'il fallait en faire un grand département, un seul grand département? Ça n'est quand même pas un grand département, ce sont les piliers de l'économie aujourd'hui. Oui. Parce que si la finance ne marche pas, si l'économie ne marche pas, dans l'économie, je prends beaucoup plus la planification, la coopération et autres. C'est l'économie. Oui. Et si le commerce ne marche pas, notre commerce ne marche pas. Depuis l'indépendance, on est en déficit. Donc au niveau de la balance commerciale, vous avez 80% des conteneurs qui viennent au Sénégal qui repartent vides. Il y a un problème sérieux. Oui. On ne peut pas avoir des conteneurs qui viennent et qui repartent vides. Ça veut dire que nous sommes nuls. Ça ne vous gêne pas qu'on ait l'économie d'un côté, les finances et le budget de l'autre? Cette division-là. Ça ne me gêne pas parce que l'économie est une réflexion stratégique de planification. Les finances, c'est pour gérer tout ce qui concerne l'aspect financier. Mais ils ne sont pas dichotomiques, mais ils doivent tous travailler avec le commerce. Ce sont des interpénétrations qui doivent être donc les 3 piliers. Cela doit être un couple ou même un trio. Oui, c'est un trio pour assurer vraiment la pérennité. Parce que si l'exportation, la douane et tout ça, la douane est en même temps au niveau des finances et sur l'exportation. Vous voyez donc l'aspect commercial. Parce que les douaniers, c'est des gendarmes de l'économie. Ils sont là par rapport à l'exportation. Ils doivent être impliqués avec le ministère du Commerce et ils doivent entraîner aujourd'hui le ministère du Commerce, je pense, qui est beaucoup plus à la traîne. Comment se présente aujourd'hui l'économie sénégalaise au regard des crises que nous traversons? Il y a eu la Covid, aujourd'hui on parle de la crise russo-ukrainienne. Certains disent même qu'il y a une crise climatique. Comment se porte l'économie sénégalaise? Moi je pense que l'économie sénégalaise aujourd'hui se porte très mal. Ah oui? Oui, très mal. C'est pourquoi lorsque on a parlé du gouvernement de combat, je pensais avoir des techniciens, des gens qui comprennent l'ampleur des problèmes pour pouvoir apporter des solutions. C'est ça que je disais. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs crises. Nous avons eu la crise financière donc, qui est venue des subprimes qui n'étaient pas terminés. Donc, et tout de suite, nous avons eu la crise de la pandémie. Donc, en plus crise de pandémie, nous avons eu donc, la crise économique qui s'est installée, la crise financière, et aujourd'hui, on a la crise monétaire. La crise climatique
est venue s'y greffer la crise monétaire. Je vais commencer par la crise monétaire. Donc vous savez, avec tous ces chocs, donc, où on va commencer par la crise de la pandémie, tout le monde a subi la pandémie. Et la pandémie nous a montré aujourd'hui ce que beaucoup ne savaient pas, qu'est-ce que c'est que la mondialisation. La mondialisation, les gens, pour eux, c'était des théories. Mais la mondialisation, on l'a vu donc, de façon réelle. La mondialisation qui se compose de la mondialisation, donc de la globalisation financière et de la mondialisation de la production. Dans la mondialisation de la production, nous avons vu ce que la Chine a été l'usine du monde. Et lorsque le monde était complètement en déliquescence, c'est la Chine qui est venue avec leur technologie, avec leur processus de fabrication, apporter des solutions, des masques un peu partout, tous les médicaments. Donc l'aspect logistique est venu s'y mêler aussi sur les transports, dans la mondialisation de la production. La globalisation financière, nous avons vu qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un problème aux États-Unis, dès qu'il y a un problème en Europe, tout le monde donc subit. Aujourd'hui, ça s'est vérifié avec toute cette prise de problèmes de guerre, donc russo-ukrainienne, et on a vu que tous ces problèmes de logistique, toutes les économies sont interdépendantes. Il n'y a pas une économie à part. Et ça, voilà donc vraiment le cadre réel de la mondialisation de la production et de la globalisation financière. Si je quitte donc l'aspect donc de la crise sanitaire, nous venons donc après la crise sanitaire, donc une explosion donc parce qu'ils ont fait beaucoup de planches à billets, ce qu'on appelle le quantitative easing dans notre jargon, et ce quantitative easing n'est rien d'autre que les planches à billets. Les États-Unis ont multiplié par 5 la masse monétaire avec la politique de Trump qui leur dit nos limites. Tant que les gens ont besoin, faites des planches à billets. Quand nous venons en Europe, c'est pareil. Ils ont pris le relais avec tout ce qui est planche à billets. Ils prêtent de l'argent en masse parce que pour eux, ils ne peuvent pas subvenir à l'économie. Donc aussitôt après, on pensait souffler un peu. Il y a la crise russo-ukrainienne qui est arrivée. Avec maintenant beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est plus le problème de se soigner, on a le problème de manger, on a d'autres problèmes parce que nous sommes des pays qui sont dépendants, soit à 80 ou à 100% de la Russie et de l'Ukraine. Un pays comme le Sénégal fait partie des 10 pays les plus dépendants de la Russie et de l'Ukraine. On ne peut pas le comprendre, mais la réalité, elle est là. Nous faisons partie des 10 pays qui sont le plus dépendants de la Russie et de l'Ukraine. Le Sénégal. Le Sénégal, l'exemple, le Sénégal. Oui, mais qu'est-ce que le Sénégal peut faire ou doit faire? Oui, c'est-à-dire que les solutions, ça existe. Puisqu'on ne peut pas sortir de la mondialisation, il faut s'y adapter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ça qu'aujourd'hui, du fait que par rapport à l'environnement dont je parlais, vous me parlez du gouvernement, je pense que la leçon apprise de tout ça, c'est d'avoir des techniciens, pas des politiques, mais des techniciens qui comprennent bien les enjeux pour apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend des solutions. Que ce soit le paysan, que ce soit la ménagère, que ce soit les jeunes, tout le monde attend des solutions parce qu'ils sont désemparés. Ok, au-delà des profils, mais qu'est-ce qui doit être fait en termes de priorité, en termes de réformes? Mais non, les réformes, c'est très clair. L'enseignement donc, que nous donne tout ça, ce que nous devons faire, nous avons eu par exemple au niveau de la pandémie, donc l'opération qui a été lancée pour apporter une solution avec un collecte de 1000 milliards. Ça a été fait. Donc maintenant, quand on avance, on voit que les problèmes ne sont pas partis. On voit par exemple aujourd'hui, nous avons des problèmes sanitaires. Nous sommes dépendants du blé. Nous sommes dépendants même on importe de la Russie du pétrole. Donc ça dit c'est du pétrole raffiné. Tout le blé, tout ce qui est maïs, tout ce qui est problème d'engrais. On importe de l'engrais et nous avons des trucs de phosphate. Il y a des choses à comprendre, quelque chose dedans. Donc là, ce qui nous apprend aujourd'hui, c'est toutes les politiques agricoles qu'on devait faire. Ça se base sur le concept que nous avons lancé en 1995 sur l'intelligence économique et développement. Et dans ces concepts, on a l'aspect sanitaire. Un des premiers piliers, c'est l'aspect agricole, la souveraineté jusqu'à alimentaire, de pouvoir pas seulement d'avoir une politique, mais d'avoir une large, de manger à notre faim, que notre ventre ne dépende pas de l'étranger, pour ne pas avoir des problèmes de manger à notre faim. Nous avons beaucoup de terres qu'on s'articule pour le cultiver. Le Sénégal n'est pas
en retard. Le Sénégal, comme je vous dis, il est 7e pays agricole au niveau de toute l'Afrique. 7e. Et 3e au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc on a eu beaucoup de connaissances dans notre agriculture. C'est ça qui fait que sur 54 pays, on contribue 7e place. Ouais. Donc ça veut dire que les politiques qui sont venus n'ont pas suivi cette dynamique de Goana, cette dynamique donc, au niveau du PSE qu'ils ont mis. Quand le choc sanitaire est venu, le PAP 2A est venu, donc amélioré donc, et autres. Donc on a mis comme priorité encore ce que Wade avait fait Goana, l'agriculture, le sanitaire, parce que on s'est rendu compte que sanitaire, qu'on ne peut pas dépendre aussi de sa santé de l'extérieur. Ouais. Donc ce sont des enseignements que nous avons eus et que ces enseignements aujourd'hui, on a la capacité de les résoudre. Il y a une forte dépendance du pays de l'étranger. Oui. Aujourd'hui, schématiquement et pour bien comprendre, ce qu'il faut pour sortir de cette dépendance, c'est qu'il faut produire, beaucoup produire. Il faut produire ce qu'on mange. Oui. Il faut produire notre santé. Il faut, troisième chose très très importante, reset des mentalités. Il faut que les mentalités qu'on le change. Parce que nous sommes un pays qui ne vit que de l'importation. L'éducation. L'éducation, de reset les mentalités pour comprendre que le consommé sénégalais, le consommé africain, donc aujourd'hui... Et la formation, bien sûr. Voilà, l'éducation et la formation. Oui, c'est-à-dire la formation, donc de ce civisme qu'on va susciter aux gens pour qu'ils puissent acheter sénégalais, manger africain, et c'est ça qui fait que nos balances commerciales vont s'équilibrer. Parce que si on dépense beaucoup d'argent pour importer à chaque fois donc, des produits étrangers, ça ne fait que creuser le déficit de la balance commerciale. Nous avons aujourd'hui le riz. Vous avez du riz de la vallée. La vallée de l'Anambé, on peut faire du riz. Quand vous importez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous importez du riz, vous payez 0 de taxe de douane. Depuis la pandémie, c'est des mesures que le gouvernement a sorties, donc pour alléger. 0. Je me suis dit, non, attends, il y a un problème. Parce que c'est bien de mettre à taux 0, mais ça, je veux dire que si c'était moi, je mets donc le riz qui est importé à 200%. Celui qui a les moyens, qui peut avoir la capacité de manger le riz à 200%, il le prend. Mais les autres, ils prennent les riz de la vallée. Et les riz de la vallée, à force de se consommer, il y a beaucoup d'améliorations qui vont se faire. Et tous les Sénégalais vont manger à la longue du riz donc de la vallée, ou de l'huile de la vallée de l'Anambé, ou donc de la vallée du Nord. Le problème qui se pose, c'est que on a des mimétismes qui font que nous chutons. Et ça, et la balance commerciale, donc va prendre un grand coup avec ça si nous continuons cette façon de faire. Depuis 1960, notre balance commerciale est déficitaire. Balance commerciale, mais j'imagine aussi l'inflation. L'inflation, à quel niveau se trouve-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à l'inflation à 2 chiffres. À 2 chiffres. Au mois de juin, on était à 8,9. Au mois de juillet, on était à 11% du PIB. Au mois d'août, ça veut dire fin août, donc aujourd'hui septembre, donc fin août, on est à 11,3% de taux d'inflation, à 2 chiffres. Au niveau de la dette, il y a 2 mois, on était à 75,6% donc de dette. Ça veut dire quoi? On a le critère de convergence de l'UEMOA qui est à 70% maximum qu'on ne peut pas dépasser par rapport à son PIB. Nous étions à 75,6%. On est le pays le plus endetté de la sous-région UEMOA. Vous voulez dire qu'on a dépassé le seuil de 70%. On était il y a 2 mois à 75%. Et avec tous les autres trucs qui rentrent, je suis certain qu'aujourd'hui, on doit friser peut-être qu'on n'a pas arrivé à 80, mais on ne doit pas être très loin. Sauf que ce n'est pas les chiffres que donne l'État qui sont en contradiction avec ce que vous avancez. Pour le taux d'inflation, on est entre 5 et 6%, et la dette autour de 67, 68%. Vous savez, le gouvernement, moi je comprends parfaitement. On est dans une période trouble. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'on est dans une économie de l'information, l'économie de la connaissance. On ne peut plus cacher des chiffres. On ne peut plus les cacher. Même si vous ne les publiez pas, ça ne peut pas se cacher. Les gens vont le savoir.
les gouvernements, les trucs sont obligés de coopérer avec les institutions internationales. Moi, mes chiffres, mes sources, je ne les regarde pas ici. Je les regarde dans mes anciennes sociétés ou institutions que j'ai travaillé. C'est là où je regarde. Soit sur le CDE, sur la Banque mondiale. Quelles sont ces institutions? Le CDE, la Banque mondiale, l'FMI. Ah oui, vous voulez dire que toutes ces institutions ont ces chiffres-là? Bien sûr. Taux d'inflation de 11,3 et de 75%. Bien sûr. Vous allez sur leur site, vous allez le trouver. Il n'y a rien de truc. Il n'y a rien de... ils ne peuvent pas le cacher. Ici, ils ne peuvent pas le publier. C'est leur droit le plus absolu. Mais comme je dis, dans l'économie de la connaissance, si vous avez de la connaissance, on ne peut rien vous cacher, vous pouvez le trouver. Mais a priori, on peut vous dire aussi, on peut vous rétorquer, bon, un taux d'inflation dans un contexte comme celui-là, de crise, avec la flambée des prix partout, ce n'est pas une catastrophe. On peut vous dire également, le problème, ce n'est pas l'endettement, c'est ce qu'on fait de la dette, ce sont les investissements. Oui, quelle réponse? Je suis tout à fait d'accord que, si on regarde au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, je prends le cas du Ghana, ils en sont peut-être à 31% de taux d'inflation. Donc quand on investit, on importe beaucoup. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je déplore, c'est le fait de cacher les chiffres. Et même les États-Unis qui ont dépassé les 100%. Les États-Unis, donc normalement, ils sont en déficit. Parce que si vous avez 2 trimestres négatifs, dans le jargon économique, vous êtes en déficit. Donc les États-Unis ont plus de 2 trimestres de déficit aujourd'hui. Si on calcule le truc. Donc le problème qui se pose, c'est que on ne peut plus cacher les choses, mais on peut expliquer les choses. Moi, je dirais qu'on ne cache pas les choses. On dit exactement, voilà ce qui s'est passé, nous avons eu des problèmes exogènes, le taux a augmenté, mais c'est dû au fait qu'on a beaucoup de travaux d'infrastructure, on est obligé d'importer, on explique les choses. On explique les choses. Est-ce que ça a été utilisé de manière judicieuse, cet endettement ça j'en doute, parce que cette inflation... Moi, je ne vois pas vraiment de reddition de comptes sur tout cet endettement. Si vous calculez depuis 1999 jusqu'en 2002, le montant d'endettement, les soukouk, les trucs, tout ce qui est au niveau communautaire, au niveau de l'UEMOA, tout ce qu'on a tiré au niveau, des dettes, c'est énorme. Et je ne vois pas, ces dettes, là où ils sont rentrés, il faut le dire. Quand on dit qu'on publie qu'on va s'endetter, on a des dettes, des prix, on nous a donné telle dette à tel taux, sur tel combien d'années, mais il faut nous dire exactement à quoi ça sert. Et de faire le suivi évaluation de dépenses qu'on a faites. C'est ça la reddition des comptes. C'est ce que l'UEMOA exige. Mais moi, personnellement, je suis incapable de vous dire toutes ces dettes-là où ils sont passés parce que ce n'est pas publié. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. On vous dira quand même que ça a été investi dans de grands travaux. Oui, mais même si c'est investi dans des grands travaux, il y a le suivi évaluation, la reddition des comptes. Très bien. Il faut une transparence dans tout ce qui est dépenses. J'espère que peut-être on aura ces réponses. Surtout avec la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a attendu. On ne demande pas mieux. La population ne demande pas mieux que de comprendre. C'est bien de s'endetter. On a une signature, il y a le pétrole qui vont venir, entre guillemets. Mais le problème qui se pose, c'est que si vous êtes dans une famille, que vous avez des dettes, vous devez savoir que la situation, que je suis endetté, je fais attention aux dépenses. Comment enrayer cette inflation ? Parce que quand même, voilà, tout le monde fait le constat que le coût de la vie est devenu excessivement cher. Comment enrayer cette inflation? Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde globalisé. L'inflation, ce n'est pas seulement au Sénégal. L'inflation, c'est partout. Parce que l'inflation se produit quand il y a trop d'argent sur le marché. Et aujourd'hui, on a trop d'argent sur le marché. Tout ce qui est quantitative easing, les planches à billets qui ont fait, ne sont pas résorbées. Le dollar qui s'est fortement apprécié devant l'euro, et on sait que le CFA est arrimé à l'euro. Ça, c'est encore plus grave parce que je pense que ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de tirer cette leçon d'économie monétaire, de politique monétaire, de se dire que maintenant, si on continue dans cette tendance, là où on achetait 10 francs, aujourd'hui, on va l'acheter peut-être demain 20 francs. Pourquoi ? Parce que notre monnaie est arrimée à l'euro et l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar et que tout ce qui est achat au niveau international se passe en dollars
et à la fin de compte, nous allons avoir moins de devises, nos devises vont s'étioler et donc on va acheter plus cher. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je suis certain, moi, qu'on peut s'en sortir si on crée notre éco et qu'on le gère nous-mêmes. Parce que quand on voit des pays, tous les pays qui sont des pays, les top 10 en Afrique, ce n'est pas des pays francophones, c'est que des pays qui ont tous leur monnaie nationale. Tous, que ce soit l'Afrique du Sud, Nigeria, tous, Kenya, ils ont tous leur monnaie. Mais je ne comprends pas maintenant comment ça se fait que donc qu'on continue sur cette tendance et que le monde est en train de bouger et qu'on comprenne aujourd'hui que il y a un problème énorme qui se pose. Et ce problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau donc même de notre monnaie. Notre monnaie n'est plus crédible dans la mesure où on achète plus cher qu'avant. Parce que l'euro, où il est arrivé, est en baisse par rapport au dollar. Avant, nous avons l'euro qui était beaucoup au-dessus du dollar. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et si ça continue comme ça, parce que les économies n'ont rien, l'Europe n'a rien de spectaculaire pour renverser les choses. C'est ça, mon souci, c'est qu'on est en train de partir dans une spirale où on est perdant sur toute la ligne. On a l'inflation qu'on a importée, on a les problèmes alimentaires, la crise alimentaire qu'on a importée, on a maintenant la crise financière qui est importée, on a la crise monétaire qui est importée. Et qu'est-ce que nous faisons? On va prier Dieu? Non, on va crever. Oui, vous préconisez qu'on bascule très rapidement vers l'éco, mais on sait aussi qu'il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. L'horizon, c'était 2020, 2020 est complètement dépassé. Mais je m'arrête sur le CFA. Qu'est-ce qui risque d'arriver au CFA là? Ce qui risque d'arriver, c'est que là où vous achetez 10 francs, vous allez dépenser 15 francs. Oui. Là où vous achetez 10 francs, parce que tous les prix sont fixés en dollars. Vous les achetez à 15 francs. Parce que l'euro est en train de plonger. Il a dévissé, comme disent donc les gens qui travaillent dans la bourse. Est-ce qu'on ose sortir le mot d'évaluation ou je ne sais pas, réévaluation ou surévaluation? Qu'est-ce qu'il faut? On est parti, on est sorti même d'évaluation. On est maintenant au niveau donc, des déficits de l'économie. Parce que, pourquoi ils ont commencé à augmenter les taux directeurs? Parce que après l'inflation, c'est la stagflation. Et la stagflation, c'est la situation pire qu'une économie peut avoir. Dans le fait, aussi bien l'euro que le CFA, puisque le CFA est arrivé à l'euro, sont dévalués quelque part. Non, mais bien sûr que l'euro est dévalué. On va vous dire, oui, normalement, vous exportez plus. Nous, on n'exporte rien. Je vous ai dit 80% des conteneurs qui viennent, donc ils repartent à vide. Si on exportait, oui, ça peut être valorisant, mais on importe. Et on importe quoi? On achète avec nos devises. Donc on ne gagne rien dedans. Les autres pays d'Afrique, pareil, peut-être même ceux qui exportent leur cacao ou leur café. Et qu'on a vu avec la pandémie, les cacao, les cafés, tous ces pays-là ont eu des problèmes de chute parce qu'il y avait des problèmes logistiques. Et c'est ça aujourd'hui, je pense que cette situation doit nous faire ouvrir les yeux, de faire le point sur la situation, de voir comment on peut s'en sortir autrement parce que le monde change. Le monde change. Alors, il y a... qu'on parle beaucoup de résilience, c'est vrai, il fallait être résilient face à ces crises qui sont toujours là, mais au-delà de la résilience, il faut de la relance, il faut de la production, et quand on dit production, on dit autosuffisance aujourd'hui. C'est aussi le maître mot, autosuffisance, souveraineté. Qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier aujourd'hui? L'agriculture, bien naturellement, on pense à l'agriculture, mais notre industrie ne devrait-elle pas également être questionnée? Bien sûr. Là, si on prend l'agriculture, on va commencer par notre besoin de base qui est le riz. On va cultiver sur la vallée du Nord, la vallée de l'Anambé. Et je suis certain qu'on peut atteindre notre souveraineté, notre sécurité alimentaire sur ça, jusqu'à même exporter. Deuxième chose, donc pour pouvoir faire ça, il faut mettre au niveau industriel des chaînes de conservation. Parce que notre problème de l'économie au niveau industriel, c'est la conservation, les stockages. On n'a pas de trucs de stockage, c'est la raison pour laquelle on a eu des problèmes avec donc, le problème de l'oignon. Ce n'est pas la culture de l'oignon qu'on peut faire, mais ils n'ont pas de capacité de stockage qui puisse se stocker plus de 6, 7, 8 mois. C'est ça qu'on n'a pas, mais ce n'est pas des terres pour faire de l'oignon. On n'a pas ce problème. On peut ne pas importer d'oignon, mais il faut
mettre des capacités de stockage pour que l'oignon qui est donc produit puisse se conserver au minimum 6 mois, ces périodes de soudure 6-8 mois. Ça, c'est possible. Ça, c'est au niveau de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire. Nous avons au niveau industriel, au niveau sanitaire, c'est pareil. Parce qu'on a beaucoup de pharmacopées, parce que les principes actifs, c'est les plantes. Ce qui est produit en Europe, ce sont des principes actifs qui sont dans les plantes. On a beaucoup de savoir, même à l'université, sur la médecine traditionnelle. Les principes actifs, on les a. Mais on commence maintenant à prendre tous ces produits donc, qui sont identifiés, le principe actif, à les produire au niveau donc, local, que ce soit au niveau de la parapharmacie, au niveau donc des produits donc, phytosanitaires, mais au moins, il y a plein de choses qu'on a qui sont gardées, qui sont stockées à l'université. Il y a des recherches qui sont menées sur ça. D'autre part, au niveau industriel. Oui, je voulais en venir. Au niveau industriel, on a le Sénégal, par exemple, ce qui est impensable avec la crise. On constate que le Sénégal est dépendant de l'urée de l'Ukraine. Il y a un problème. Nous, on a des phosphates, les phosphates de Matam, de Taïba. Et donc, et tous ces trucs de phosphate qui produisent de l'urée, nous, on a il y a des choses où on se pose des questions. L'aspect industriel, on ne peut plus continuer aujourd'hui, en 2022, à dépendre, comme si on n'a rien compris depuis 1960. Oui, mais on voit aussi les ICS. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Dans lequel se trouvent les ICS. Ce n'est plus le fleuron. Mais les ICS ont été vendus. Ils ont été vendus aux Indiens. Est-ce qu'il faut les récupérer? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, parce qu'il y a un besoin national aujourd'hui pour la souveraineté alimentaire. Il faut de l'urée, il faut de l'engrais. Ou revoir les accords, je ne sais pas, mais on ne peut pas, nous, avoir du phosphate dans notre truc, de l'urée, et acheter de l'urée en Russie. On sait qu'il faut des réformes profondes. Pourquoi on tarde à engager ces réformes? Oui, mais moi je veux dire que c'est une question de ce qu'on met en priorité. Le gouvernement donc, du président Sall peut-être a mis en priorité beaucoup plus sur des infrastructures. Il faut des infrastructures, c'est certain, pour pouvoir donc décloisonner un pays. Ça fait partie. Mais l'industrie, la souveraineté alimentaire, j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre concept d'intelligence économique et développement, la souveraineté alimentaire est le premier pilier. Ne pas que son ventre ou sa santé ne dépendent pas de l'extérieur. Le reste, on verra. Et d'autre part, au niveau industriel, c'est d'avoir des joint ventures et aucun pays ne peut venir chez nous investir et être majoritaire et exploiter le truc. On n'est pas d'accord sur ça, parce que sinon la réciprocité n'est pas valable. D'autre part, tout ce que nous faisons comme grands travaux, qu'on mette le transfert des technologies. Regardez au niveau du TR, on a les Européens, c'est eux qui sont là à le gérer, mais il y a de l'hérésie. Vous venez pour 6 mois, 8 mois, on fait le transfert de technologie, vous débranchez le plancher. Les Sénégalais, il y a des Sénégalais qui peuvent conduire totalement de A à Z, que ce soit au niveau du bâtiment, de l'électricité, de tout. Je dis qu'on a les capacités techniques de Sénégalais qui peuvent le faire. S'ils ne sont pas là, ils sont à l'étranger, par patriotisme, ils peuvent venir le faire. Mais on n'a pas à dépendre de l'extérieur. Toutes les constructions qui sont faites par des étrangers, on impose ce que l'État achète, donc transfert de technologie, minimum en 8 mois. Tout ce qu'on achète, par exemple, BRT et autres, tout ce qui est montage se fasse ici, comme font les Chinois. C'est comme ça qu'ils ont acquis une certaine capacité technologique pour se débrouiller seuls. Mais si on est dépendant de l'étranger, on ne saura rien faire. Ahmad Soumaré, il y a aussi le défi énergétique. On parle beaucoup de transition énergétique. Le Sénégal compte beaucoup sur le gaz, par exemple, pour assurer l'électrification universelle à travers le gaz de power. Le pétrole va arriver. Tout cela est attendu l'année prochaine, en 2023 ou dans le deuxième semestre ou vers fin 2023. Est-ce que, alors, ces ressources attendues pourraient constituer une bouffée d'oxygène par rapport à tout ce que vous venez de dire aujourd'hui sur l'économie sénégalaise? Ce qu'il faut comprendre, qu'au Sénégal, on est bien placé en Afrique et dans le monde sur ce plan. Au niveau de tout ce qui est énergie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites.
Il y a beaucoup de plans, gaz to power et autres, de solaire. Aujourd'hui, mix énergétique. Aujourd'hui, on a un mix énergétique qui est vraiment donc, supportable au Sénégal. On ne pollue pas, on n'a pas des industries polluantes. On a vraiment aujourd'hui au Sénégal, et peut être cité comme exemple. C'est vrai que donc, les choses peuvent s'améliorer et doivent s'améliorer. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, de ce côté-là, le Sénégal vraiment est bien positionné, de ce côté au niveau énergie. Bien qu'on n'ait pas encore tout ce qui est ressources de gaz et de pétrole qui vont sortir, et ça ne fera que renforcer donc aujourd'hui notre dispositif national à ce niveau. Je pense que sur ce côté, je n'ai vraiment pas de problème. Je n'ai pas de soucis et je pense que le Sénégal peut s'en sortir très très bien. Même. On est bien préparé au pétrole et au gaz. Sur ce côté, je pense qu'on est bien préparé. Donc ce qui nous manque, on n'est pas bien préparé totalement. On n'a pas des techniciens, par exemple, du gaz ou du pétrole. On vient seulement d'avoir l'école qui sort sa deuxième, je ne sais pas, pour promotion. On n'est pas préparé à ça. Mais ça, c'est dans la stratégie. Donc au niveau du ministère de l'économie, donc qui est articulé sur les autres, donc qui doivent dans le budget prévoir des écoles de spécialisation. Là par exemple, l'agence l'aménagement du territoire est en train de préparer un grand projet au niveau national sur la valorisation donc de ces produits au niveau industriel, des filières industrielles par exemple, de valorisation de tout ce qui est produit donc fait au niveau du pays. Là c'est possible de le faire et qu'à partir de là, si on maille tout le territoire sénégalais, donc c'est tout à fait possible de voir par exemple le cuir, il est fait où? Le cuir, l'élevage est fait d'Ara-Linguère. Vous avez Touba qui fait par exemple donc tout ce qui est immolation de bêtes pour des sacrifices. Vous avez un autre territoire comme Gaïméré qui peut absorber tout sur le marché du cuir, de faire des sacs, des pots, des ballons et j'en passe. Vous avez d'autres pays, d'autres régions qui ont d'autres potentialités qui peuvent se mixer tout seuls avec d'autres territoires, faire donc la valorisation de ces produits. Je n'ai pas vraiment de soucis sur ces côtés parce que j'ai vu beaucoup de travaux qui sont en train de se faire. Beaucoup de travaux de ce côté. Mon souci, ce n'est pas vraiment ni au niveau énergétique, ni au niveau de l'aménagement du territoire. Très bien, mais résumons-nous sur la question du coût de la vie. Oui. On sait qu'une des raisons d'être de ce gouvernement qui vient d'être formé, c'est de s'attaquer au coût de la vie. Est-ce que, sincèrement, il y a une marge aujourd'hui pour le gouvernement pour réduire les prix de certaines denrées et autres produits? Sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Et je vous donne rendez-vous quand vous voulez, d'ici l'année prochaine. Sincèrement, avec ce que je vois, je ne pense pas, personnellement, d'après ce que j'en connais sur l'économie sénégalaise, je ne pense pas qu'il y ait en 18 mois ou en 16 mois ou en 20 mois un gouvernement, comme je le vois, qui puisse juguler tous ces problèmes. Parce que le problème, l'inflation, il dépend en partie au niveau national, parce que les gens qui en profitent, parce qu'on n'a pas de patriotisme, on n'a pas d'éducation, on est indiscipliné, on ne respecte rien ici. Tout le monde est indiscipliné. Quand vous descendez dans la rue, vous le voyez. Oui. Et ces gens, quand vous leur dites donc vous vendez à tel prix, ils s'en foutent, ils ne le font pas. Et qu'il n'y a pas de mesure donc coercitive envers eux. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de contrôle. Quand on était jeune, on avait des contrôleurs qui allaient dans les trucs pour contrôler. Aujourd'hui, on ne contrôle personne. Une baisse des prix ne pourrait pas intervenir. La baisse des prix, dans l'anarchie qu'il y a, vous savez, oui. L'économie n'a pas besoin de désordre. Oui. Et ici, on vit dans le désordre. Oui. Et que maintenant, si des mesures coercitives de surveillance sont faites pour que les gens respectent les prix qui sont fixés, les choses peuvent se faire. Et puis que l'État subventionne. Non, l'État ne peut plus. Oui, l'État aujourd'hui n'a plus d'argent. Suffisamment d'argent pour subventionner aussi. L'État n'a plus d'argent. Les subventions, on en a assez donné. J'ai vu qu'on a donné 160 voitures aux anciens députés qui sont sortis. Je dis que tout ça. Oui, et c'est une pratique depuis 2000. Non, depuis 2000, à chaque fois que des députés doivent partir, on leur cède les véhicules. 165 véhicules cédés aux 165 députés sortants. J'ai dit que maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une situation très, très, très délicate. Et une commande de nouveaux véhicules va arriver pour les 165 députés nouveaux. La première des choses qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que l'État commence par se serrer la ceinture.
on diminue tout ce qui est dépenses. Dans un couple, si vous avez 2 salaires et que l'un d'eux ne travaille plus, vous ne pouvez plus avoir le même rythme de vie. Vous commencez à contrôler les dépenses. Ici, l'inflation, là, elle est exogène. Elle nous arrive de l'extérieur. Mais il y a une partie qui est enflée par l'intérieur, comme je disais, les gens qui augmentent les tarifs comme ils veulent. Là, ça vaut 50 francs. Le gars, vous lui dites c'est 500 francs. Vous lui dites de le justifier. Il ne peut pas le justifier. Mais il le vend à ce prix. Parce qu'il y a eu des ententes pour se dire le prix de l'oignon, c'est tant. Tout le monde le vend à ce prix. Ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas vous l'expliquer parce qu'il n'y a pas de raison logique. Et c'est ça, l'anarchie. L'économie n'a pas besoin de désordre. Parlons de cette Assemblée nationale aussi qui vient d'être installée. Oui. On a beaucoup parlé de rupture. Elle a été installée, on sait les circonstances dans lesquelles cette 14e législature a été donc installée. Est-ce que vous pensez que c'est une Assemblée nationale qui pourra être en mesure d'accompagner voilà, les réformes qui doivent être faites? Je vais vous dire, je reviens toujours sur notre concept d'intelligence économique avec les 3 paramètres qui sont l'État, l'entreprise et la société civile. Dans l'État, le premier acteur dans l'État, ce n'est pas le gouvernement, le premier acteur c'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, moi je suis totalement à terre. Parce que quand je vois, non seulement je ne parle même pas de l'image du pays, je parle donc de la composante des gens qui sont dans l'Assemblée nationale. Les gens ont fini par prendre l'Assemblée nationale comme l'ascenseur social. Ils pensent que l'Assemblée nationale, c'est le marché aux poissons. Ils sont là à s'injectiver comme si la marché à la criée. Donc les gens ne respectent rien. Ils vont réduire l'Assemblée nationale à lever le vote et à applaudir. Alors que l'Assemblée est là pour voter des lois et de bonnes lois et en débattre, contrôler l'action gouvernementale, évaluer aussi même les politiques publiques. L'Assemblée est quelque chose de très important dans le cursus du développement. C'est ça que je ne comprends pas. C'est primordial, c'est une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale de la démocratie, c'est une colonne vertébrale du développement. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui dirigent donc tout ce qui concerne aujourd'hui l'aspect comment la société va se faire. Quand tu diriges les lois, c'est eux qui protègent les entreprises, c'est eux qui protègent les populations. Ils contrôlent l'action gouvernementale. Ils contrôlent l'action gouvernementale. Évaluent les politiques. Donc ils évaluent, ils fixent les budgets, donc ils votent les budgets. Ça c'est très... Comment vous pouvez avoir ce rôle primordial à transférer à des gens qui ne comprennent rien dans tout ce que vous venez de me dire. Et ces gens qui vont prendre l'Assemblée nationale ou des lieux où on va faire des invectives comme si on est un marché aux poissons. C'est un problème. Parlons d'une autre assemblée, l'Assemblée générale des Nations Unies, avec beaucoup de discours qui ont été prononcés. Celui du président Macky Sall, président du Sénégal, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, et qui réclame un siège pour l'Afrique de membre permanent du Conseil de sécurité. Je suis tout à fait d'accord. Je suis 200% d'accord. Parce que ce que nous devons comprendre, que nous ne sommes plus dans la période de colonisation. Nous ne sommes plus le département 90. Le G20 aussi, un siège au niveau du G20. Nous ne sommes plus. L'Afrique fait presque 1,5 milliard d'habitants. Le problème qui se pose, ce sont ces pays anciens colonisateurs qui en bénéficient. Ils en bénéficient. La France a tout intérêt pour avoir aujourd'hui la France. Il n'est pas le premier pays le plus puissant de l'Europe, de l'Union européenne. Le pays le plus puissant aujourd'hui de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a pas sa langue au niveau des Nations Unies. Et qu'est-ce que fait la France? Il va prendre tous les pays de la zone CFA pour le mettre dans le giron France. Et ce qui fait que, au niveau, donc cette balkanisation qui s'est faite après la Deuxième Guerre, lui, il a pris tous les anciens pays colonies, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Il parle au nom de ces gens-là. Nous, on n'a pas besoin qu'on parle à notre nom. On est assez majeur pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et le Conseil de sécurité, la langue française, pourquoi il se situe là-bas? La France n'est pas un pays si puissant en Europe pour avoir ça, pour avoir sa langue, avoir le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité ou autre. Non, ça c'est fini. Et on doit changer les cartes, comme je dis. Aujourd'hui, 1,5 milliard de population n'ont pas de voix, nulle part. L'Afrique des solutions, a dit le président Macky Sall à la tribune des Nations Unies. Oui. L'Afrique a la solution? Non, l'Afrique... Attends, elle semble tout subir.
finalement. Non, l'Afrique aujourd'hui subit. Pourquoi on subit? Parce qu'on a tout ce que vous avez vu comme crise, on a des chocs exogènes. Et Adesina, président de la BAD, qui dit l'Afrique souffre, elle suffoque et trouve dans une grave détresse, et se trouve dans une grave détresse financière à cause d'événements qu'elle n'a pas provoqués. Exogènes. Parce que la pandémie, c'est venu de l'extérieur, la crise économique vient de l'extérieur, la crise sanitaire, alimentaire vient de l'extérieur, la crise monétaire qu'on vient de subir par rapport à l'euro, ça vient de l'extérieur. Oui, d'accord, mais au-delà du constat, si on est une Afrique des solutions, pourquoi nous subissons tout le temps? Nous sommes une Afrique des solutions parce que presque toutes les ressources du monde se trouvent en Afrique. Et ça, on ne peut pas s'en sortir si on ne change pas notre monnaie ou on ne suit pas les leaders africains aujourd'hui qui sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, d'avoir leur propre monnaie. Et la monnaie, la première souveraineté, c'est la monnaie. La première souveraineté, c'est la monnaie. Si maintenant votre monnaie dépend de l'autre, donc vous savez, moi j'en rigole. J'en rigole parce que l'euro, il est fait aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'ont pas fait beaucoup de planches à billets pour acheter plein de choses chez nous? Rien ne me le dit, moi. C'est comme ça qu'ils ont fait en Guinée pour déstabiliser l'économie guinéenne. Très bien. Et je connais les pratiques qui se font. Qu'est-ce qui me dit que moi, ces taureaux-là, ils n'ont pas été multipliés certains trucs pour pouvoir l'injecter dans nos économies? Rien ne me le dit. Absolument rien. Je suis pour que, avec la situation aujourd'hui qu'on vit, qu'on comprenne qu'on doit changer littéralement de chemin parce que sinon on va aller aux abysses. Ahmad Soumaré, on va terminer cette émission sur des questions politiques très rapidement. Je rappelle que vous êtes économiste, mais vous suivez aussi l'actualité politique. Première question, la condamnation en appel de Barthélémy Diaz, 2 ans, dont 6 mois ferme. Il risque de perdre son mandat de député, on parlait de l'Assemblée tout à l'heure, et un peu moins probablement, son fauteuil de maire en cas de condamnation définitive, il a introduit un pourvoi en cassation. Votre commentaire sur cette affaire? Moi je pense que, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de politique en bas. Parce que j'ai vu, il y a des années, le président Sall le soutenait. Comme quoi que, ce n'est pas lui, le fautif, le tueur. J'ai vu dans certaines... Je rappelle que c'était en 2011 avec Ndiaga Diouf, qui a été tué. Donc c'est Nervi qui ont été envoyés. Et donc, d'après les investigations, c'est M. Farba, je ne sais pas comment, du PDS qui était le commanditaire. Farba Senghor. Farba, je sais plus, Senghor ça doit être. Donc l'idée est que les investigations faites, l'arme avec laquelle monsieur comment il s'appelle, Barthélémy Diaz avait, et les balles qui sont trouvées, il y a une dichotomie. Oui, on a entendu quand même Barthélémy Diaz dire à plusieurs reprises « j'ai tiré ». Oui, on peut tirer en l'air aussi. J'ai tiré, on peut tirer en l'air. Le problème, c'est que la balle qui l'a tué n'est pas la balle qui vient, le projectile ne vient pas de son arme. Et que sur des informations, il paraît que cette arme a été mise quelque part, sous scellé, sous ciment, il est quelque part, les gens ont indiqué là où ça se trouve. Donc s'il y a des doutes au niveau juridique, on ne peut pas condamner des personnes sur des doutes. Parce qu'il faut, quand on tue quelqu'un, il y a tout ce qui est l'étude balistique qui se fait. Si l'étude balistique voit que votre arme n'est pas l'arme qui a tiré la balle, donc normalement on ne peut pas, juridiquement, parce qu'il n'y a pas de preuve. Il faut apporter la preuve que c'est votre pistolet avec ces balles qui l'ont tué la personne. Pourquoi vous dites qu'il y a quelque chose de politique dans cette affaire? Parce que, je veux dire que moi j'ai entendu le président de la République parler de ça en 2011 ou 2012. Oui, dans une vidéo qui... Voilà, j'ai entendu qui dit que on va lui coller, j'ai entendu parler. Donc j'ai entendu d'autres investigations qui ont été faites sur l'arme qu'il a tuée et où l'arme est actuellement enterrée, sous ciment. Donc j'ai entendu cette version. Toujours qu'il y a un risque pour Barthélémy aujourd'hui de perdre ses différents mandats. Malheureusement, mais comme je dis, la justice doit se baser sur des preuves formelles. Il n'y a pas de preuves, l'étude balistique ne donne pas ce truc, on ne doit pas condamner quelqu'un dont on n'a pas la preuve. Dernière chose, le président Buhari du Nigeria à l'ONU qui exprime sa position contre le 3e mandat en Afrique. Votre commentaire?
Oui, mais je trouve que c'est tout à fait normal. On est un pays tellement instable, un continent instable. Les coups d'État, il n'y en avait plus. Maintenant, ça recommence. Et les gens donc ne comprennent pas qu'ils ne sont pas seuls. Ils n'ont pas la capacité seuls. Il y a plusieurs citoyens qui ont la capacité de diriger ces pays. Le problème qui se pose, c'est qu'ils comprennent qu'il ne faut pas que le pouvoir les rende complètement fous. Le problème, c'est que quand vous avez apporté quelque chose, il y a d'autres personnes qui peuvent apporter plus que ça. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, donc, c'est quelque chose que le bon Dieu nous enseigne partout dans les textes. Et aujourd'hui, donc, si quelqu'un a la chance d'être quelque part, il y a peut-être sa connaissance, il y a peut-être autre chose. Donc, au niveau du Coran, on le voit. Donc, manza ou mantasha. Donc, si Dieu se choisit pour te mettre quelque part, c'est pas parce que tu es là que tu as le savoir sur la primauté sur tout le monde. Non. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Non, 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 tu n'es pas le meilleur. Tu ne peux pas connaître la transversalité du développement. Dans le développement, il y a 150 000 pans. Peut-être que vous avez une seule vision là-dedans. Le problème, c'est que c'est l'humilité qui fait que quand vous faites quelque chose, quand vous avancez ensemble avec des personnes, il faut respecter donc sa parole. Au Sénégal, le troisième mandat fait débat. Non, le troisième mandat, je ne pense pas personnellement, je n'y pense même pas à ce troisième mandat, parce que pour moi, il ne peut pas avoir de troisième mandat ici. Non seulement le président actuel a eu à le combattre, il sait ce que c'est un troisième mandat, parce qu'il a suivi le problème des troisième mandats avec le président Wade. Lui-même, quand il est arrivé, par plusieurs fois, il a dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Il l'a écrit dans son livre. Donc, je pense qu'il l'a dit et il l'a écrit. Il faut s'en tenir à ça. Moi, je m'en tiens à ça. Et surtout qu'il a dit qu'il a verrouillé de telle sorte qu'il a rajouté quelque chose que nul ne peut faire, 2 mandats successifs. 2 mandats successifs ne veut pas dire 2 mandats de 7 ans. C'est 2 mandats successivement. Donc l'interprétation juridique ou autre n'a pas lieu d'être parce que l'écrit reste, la parole, les discours restent et je pense que je n'y pense même pas au troisième mandat personnellement. Si les troisièmes mandats sans se faire, ce sera comme au temps de Wade, ce sera aujourd'hui on va diviser la société, on est assez fatigué de ces politiques et maintenant donc ça va amener encore un autre problème qui va se poser pour la dislocation de notre société. Merci Ahmad Soumaré. Merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Vous êtes économiste, spécialiste de l'intelligence économique. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. À la réalisation technique, Iba Marsen, Sidignan Nyankou. Moussa Sarr au texte pour le compte d'Imedia.sn. À la photo, Pape Doudou Diallo. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Taba. Une émission jury du dimanche que nous dédions encore une fois à notre frère et grand frère, confrère, Soro Diop, décédé dans un accident dans la nuit du vendredi au samedi. Qu'il repose en paix, qu'Allah l'accueille au paradis. Tous nos encouragements à Alassane Samba Diop et à toute sa famille. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.